Programme ta pensée avec Daniel Grégoire. Alors bienvenue à ce second épisode de Programme ta pensée, au cours duquel on va un peu regarder comment fonctionne le cerveau, quel est le rôle des neurones miroirs, et on va installer la première partie de Programme ta pensée. D'abord, une information sur une femme assez extraordinaire qui, à la fin de ses études en neurosciences, a voulu savoir d'où ça venait que le cerveau comprend 100 milliards de neurones. Alors, elle s'appelle Susanna Herculano-Uzel et elle s'est installée au téléphone, au courriel, demandant à des gens en qui elle avait confiance, qu'elle avait connus dans ses études, et personne ne savait d'où venaient les 100 milliards. Bon, on a toujours entendu 100 milliards de neurones. Alors, n'aimant pas ce genre de réponse, ne reculant devant aucun effort, elle a développé une procédure pour compter les neurones. Et il y en a 86 milliards. Mais remarquez encore aujourd'hui, des choses récentes sur le web parlent de 100 milliards de neurones. Bon, alors, allez voir sur le site debout.québec ou debout.ca, ça mène au même endroit. Il y a Madame Herculano-Uzel qui donnait une conférence dans le cadre des conférences TED et qui raconte son aventure et bien d'autres choses intéressantes, très intéressantes sur le cerveau. Alors, ce cerveau dont on parle, c'est 2% de la masse corporelle, à peu près 1,3 kg, mais ça consomme 25% de l'énergie quotidienne. 500 calories sur 2000, juste pour le fonctionnement du cerveau. Les problèmes relatifs au cerveau, c'est 35% des maladies d'Europe. C'est plus que le cancer et les maladies cardiovasculaires réunies. Ça représente, tenez-vous bien, 10% du produit intérieur brut mondial. Le cerveau, est-il nécessaire de le préciser, c'est la structure la plus complexe de la Terre. Paul Brooks, neuropsychologue, il nous donne une idée un peu du fonctionnement du cerveau. Il dit, on a l'intuition profonde qu'il y a un système central et il est difficile de voir les choses autrement. Mais les neurosciences montrent qu'il n'y a aucun centre dans le cerveau où tout se rejoint. Chaque neurone a son propre programme ultra sophistiqué qui opère en synergie avec les autres. Et par exemple, il n'y a pas des neurones qui se spécialisent dans la vue. Il y a des neurones qui se spécialisent dans l'ombre et la lumière. Donc, on commence à définir une forme. Il y en a d'autres qui sont spécialisés dans le 3D. La forme se précise pas mal. Il y en a d'autres que ce sont les couleurs. Et enfin, il y en a d'autres qui vont faire la synthèse de tout ça et qui vont dire, voilà un cheval noir. Alors, c'est très, très spécial. Les connexions se font par des petites impulsions électriques. Imaginez, c'est 1/100 000e du pouvoir qu'on trouve dans une prise de courant murale. Alors ça déclenche des substances chimiques, des neurotransmetteurs, et un seul neurone, dans une action, dans une pensée, va établir 10 000 connexions. D'un coup, rapidement, à la vitesse des neurones. Et ça se fait, ça, un peu comme, imaginez une route, et des embranchements à cette route-là, et des embranchements aux embranchements, et des embranchements aux embranchements des embranchements. Ça fait un peu le dessin d'un éclair, le circuit qui s'allume en même temps de 10 000 neurones pour une seule pensée, un seul message. Ou encore des branches, des arbres rapprochés, dont les branches sont imbriquées les unes dans les autres. Alors ça fait un peu le dessin d'un éclair dans le ciel. Alors ça, ces neurones-là qui s'allument en même temps lors d'une pensée, si on a le même genre de pensée qui revient souvent, les principaux chemins de ce réseau-là deviennent de plus en plus importants. Et ça crée ce qu'on pourrait appeler des autoroutes synaptiques. Parce que ce sont des synapses qui sont les communications entre les différents neurones. Ce sont les synapses qui tracent un peu les chemins, le dessin dont on parlait. Alors, plus on pense, plus on agit d'une façon, plus ça s'installe profondément. Alors ça, c'est la notion de la plasticité cérébrale. On a établi, prouvé cette notion de plasticité-là, et ça a généré une compréhension toute nouvelle du développement humain.
Il y a un monsieur Eric Richard Kandel, qui est un chercheur en neurosciences, qui est un psychiatre, qui est co-récipiendaire d'un prix Nobel en physiologie et en médecine. Ce monsieur-là nous dit: on est porté à blâmer le cerveau ou les gènes, alors que les réelles explications relèvent de notre vécu et du sens que nous donnons à ce vécu. Il y a des échanges bidirectionnels constants entre notre cerveau, notre organisme et notre vécu. Autrement dit, le cerveau réagit en fonction de notre vécu. Nous agissons et notre cerveau se modifie en conséquence. Alors, le meilleur exemple qu'on peut donner là-dessus, c'est une expérience avec des gens. On leur a enseigné à jongler et on les a fait pratiquer. Alors, pratique tous les jours, une demi-heure, 1 heure par jour, le jonglage. Et au bout d'un certain temps, par le biais de l'imagerie à résonance magnétique, on a examiné leur cerveau et on s'est aperçu qu'une région du cerveau avait pris plus de volume. On a cessé la pratique du jonglage et on s'est aperçu plus tard que la région du cerveau qui avait pris plus de volume était redevenue comme elle était avant. Mais attention, ce n'est là que le début. Il y a eu une autre découverte majeure en neurosciences qui date d'à peu près 1990 par le docteur Giacomo Rizzolatti dans sa faculté de médecine de Parme, qui a établi le fonctionnement des neurones miroirs. Et ça a été prouvé ça dans les années 2010, encore une fois, par l'imagerie par résonance magnétique. Les neurones miroirs sont des neurones qui s'activent quand l'individu agit, fait une action, mais s'il observe un autre individu de son espèce accomplir la même action, ou s'il pense, s'il imagine cette action en détail, d'où le terme de miroir. Larson, dont on a parlé dans le premier balado, on n'a pas mentionné que ce bonhomme-là a écrit la phrase dont il était question en 1912. Et voici une autre phrase du même volume écrit en 1912. Le système nerveux ne peut faire la différence entre une expérience réelle et une autre imaginée clairement et en détail. C'est fort. En 1912, 100 ans presque avant la découverte des neurones qui permettent cette chose-là. Il dit aussi, ce même Larson, quand quelqu'un pense qu'il peut faire ce qu'il désire, son esprit travaille sur les facultés requises. Elles accumulent de plus en plus de vie, de nourriture et d'énergie. Elles deviennent de plus en plus grandes, plus fortes et plus efficaces, jusqu'à ce que finalement elles aient acquis la capacité nécessaire pour réaliser ce que nous voulions accomplir au début. C'est ce que signifie celui qui pense qu'il peut, développe le pouvoir qu'il peut. Alors encore une fois, c'est Christian D. Larson. C'est un bonhomme qui a toujours été intéressé par le domaine spirituel. Plus que ça, c'était un bonhomme qui avait un sens religieux assez développé. Et au moment où il allait étudier pour devenir un pasteur luthérien, il est tombé dans le train dans lequel il voyageait sur un livre qui parlait des unitariens. Ce sont des gens qui ont des idéaux humanitaires et une très grande liberté de conscience dans la définition de Dieu et de la religion. Alors, ce monsieur Larson-là était, dans les années 1910, l'éditeur d'un magazine qui s'appelait Eternal Progress, dont le tirage était de 150 000 exemplaires par mois. C'est le maître de tous les motivateurs de l'époque, les Dale Carnegie, les Norman Vincent Peale, les grandes vedettes qui donnaient des conférences de motivation à l'époque, se sont inspirés de ces théories. Et pourtant, on n'entend à peu près pas parler de lui. Très peu de choses sur Internet. Alors c'est un peu mystérieux, ça. Un bonhomme qui a été à l'origine d'une foule de théories qui sont encore répandues aujourd'hui, dont on n'entend à peu près pas parler. Il dit également, si on appliquait au développement humain la même rigueur scientifique qu'on utilise dans d'autres domaines, ne deviendrions-nous pas témoins, dans 1 ou 2 autres générations, de signes précurseurs de l'avènement d'une nouvelle race supérieure? Les femmes et les hommes plus forts ne deviendraient-ils pas plus nombreux que jamais dans l'histoire du monde? Alors, malgré toute l'importance et toute la puissance de ce cerveau et de l'aventure de le programmer, c'est facile et sans risque. Et vous allez voir, il y a très peu de théories. C'est archi simple. C'est Programme ta pensée 101. C'est le cerveau qui fait le reste.
Et encore une fois, Larson, quand les changements que nous voulons apporter sont clairs dans notre esprit, il suffit d'aimer l'idéal qui leur correspond, d'un amour profond et fort, jusqu'à ce que s'installe le changement désiré. Remarquez là, il dit bien d'un amour profond et fort. Alors ce sont quoi les caractéristiques d'un amour profond et fort? Il est très présent dans notre vie. On y pense souvent, avec de belles images durant ces pensées-là. Donc, l'étape numéro 1, si on veut utiliser la métaphore qui existe entre le cerveau et l'ordinateur, parce qu'il y a beaucoup de points semblables, mais le cerveau est tellement plus extraordinaire. Donc, la métaphore nous inviterait à dire que la première chose à faire, c'est d'installer un antivirus. Et le terme n'est pas exagéré. Les pensées peuvent vraiment devenir des virus, et on voit dans quel genre de situation on se retrouve très souvent. Donc, un antivirus, c'est quoi? C'est très simple, un antivirus. Il n'y a pas une logique extraordinaire là-dedans. C'est d'une part, on a établi la liste de tous les virus connus. Et quand il y en a des nouveaux qu'on découvre, on les ajoute à la base de données. Et là, quand quelqu'un veut vous envoyer un fichier quelconque, une photo, une pièce de musique, votre ordinateur, l'antivirus de l'ordinateur dit « Hop, tu n'entres pas ici ». L'examine, va consulter sa base de données. Il est dans la base de données, tu n'entres pas. Il n'est pas dans la base de données des virus, tu peux entrer. Alors c'est simplement ça, un antivirus. Alors il s'agit de définir les paroles, les pensées et les émotions que vous ne voulez pas accepter. Deuxième étape, c'est le programme, c'est-à-dire une surveillance, une vigilance. Et c'est beaucoup plus facile qu'on pourrait le penser. Cette vigilance-là devient vite un réflexe, vous allez voir. Alors c'est binaire, hein? C'est la volonté qui est en action. Je veux, je ne veux pas. Tu entres pas. Tu entres pas. Aussi simple que ça. Mais c'est rapide. Il faut qu'on réagisse rapidement. Parce que une pensée, ça ne se juge pas en bien ou en mal. Une pensée, c'est un être et ça veut grandir, ça veut progresser. Donc, dès que la pensée arrive, il faut réagir. Exemple, on a décidé qu'on voulait cesser de fumer et qu'on refuse toute pensée de cigarette. Arrive une pensée de cigarette. Si vous avez établi une belle banque d'images, on va en parler de ça, c'est la deuxième étape de Programme ta pensée, la banque d'images. Si vous avez établi une belle banque d'images, vous référez à votre image préférée. Par exemple, vous voyez faire votre jogging et arriver en haut d'une colline, frais, pleine forme, pas essoufflé, vous voyez courir, vous imaginez, et ça remplace la pensée de cigarette. Mais si vous n'avez pas une belle pensée qui vous arrive à l'esprit, n'importe quoi, comptez à l'envers à partir de 3424, comptez les branches d'un arbre que vous voyez, n'importe quoi, pour ne pas que la pensée s'installe. Alors ça peut être des pensées précises, genre je ne veux plus passer de mal de mon beau-frère, ou ça peut être une pensée générique, je ne veux plus chialer dans ma vie. Il y a un psychiatre américain qui s'appelle Stephen Parton, qui dit justement du chialage que c'est un cercle vicieux. Il dit, on se plaint pour se soulager, pour se libérer de l'anxiété. Mais ça libère en même temps du cortisol. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress. Le stress rend le système plus vulnérable. C'est mauvais pour la santé physique et la santé mentale. C'est mauvais pour le bien-être. Et on continue de se plaindre. C'est le cercle vicieux. Alors, au lieu, par exemple, si je me rends compte, mon antivirus est installé, je me rends compte que je suis en train de chialer sur mon patron. J'arrête. Et j'essaie de penser au bon côté de mon emploi. Ou encore, j'essaie de penser aux détails du prochain emploi que j'aimerais bien avoir. Bon, premier devoir, ce serait de faire ce que les religions appelaient l'examen de conscience. Ils nous disaient ça, c'est ton examen de conscience. Les sportifs appellent ça le film du match. Et ils en regardent même des séquences au ralenti pour bien analyser. En informatique, on pourrait appeler ça le journal des transactions. En tout cas, ce qu'il s'agit de faire, c'est de réfléchir à comment s'est comporté l'antivirus durant la journée, durant la semaine. Est-ce qu'il y a des fois où il aurait dû entrer en action et il n'est pas entré en action? Quand est-ce qu'il entre en action?
voir un peu comment on s'en tire avec cette première étape de Programme ta pensée, qui est l'installation et l'opération efficace de notre antivirus. Sur debout.québec, il y a une vidéo extraordinaire qui parle du cerveau et du mécanisme interne de programmer sa pensée, qui lui permet de conclure que le Verbe devient chair. Selon la parole de l'évangile de Saint Jean, lui, il explique en détail comment ça se fait réellement. Alors, debout.québec, l'item du menu qui s'appelle Balado et le vidéo que vous rejoignez par le lien Le Verbe s'est fait chair. À la prochaine, faites de beaux rêves.